Voilà, donc de retour sur la libre antenne pour cette troisième partie, toujours avec Michel Drac. Donc on va passer évidemment aux questions des métanautes qui sont très très nombreuses. Alors déjà, il y a une première question, on me dit, pouvez-vous nous parler de la dissidence française et de la stratégie de contre-société fractionnaire? Parce que je sais que ça c'est un concept effectivement que toi tu as développé. Hein. Oui. Bon, il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'intitulait « De la souveraineté ». Dans ce bouquin, je formulais la thèse que j'ai reformulée tout à l'heure, disant en gros, très schématiquement, pour pouvoir s'opposer à un système, la première condition, c'est de ne pas dépendre de lui. Voilà, c'est-à-dire que des assistés ne peuvent pas critiquer le système qui leur permet de vivre, quoi. Donc, ce que je disais en gros dans ce bouquin, c'est que si vous voulez être libre par rapport au système, la première chose, c'est de ne pas dépendre de lui pour votre survie et si possible pour votre vie dans des conditions décentes. C'est-à-dire que la construction de la souveraineté, sa clé de voûte, effectivement, c'est la citoyenneté, la cité, l'État à un certain moment, ça c'est une conception très française d'ailleurs, mais il ne faut pas dénigrer une autre conception de ce qui fonde la liberté du citoyen, qui est une conception en fait qui nous vient des États-Unis, plutôt, enfin de l'Amérique on va dire. Le citoyen n'est libre que s'il ne dépend pas de l'État pour sa survie, pour sa vie, pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Alors ça, ce sont des conceptions qui sont pas culturelles en France. C'est pas très français ça. Mais c'est le côté positif de l'expérience américaine. Et ce côté-là de l'expérience américaine, je pensais à l'époque, et je pense toujours d'ailleurs, que c'est une bonne chose de l'importer en France. C'est-à-dire que il m'arrive de dire beaucoup de mal des États-Unis, mais tu verras que je dis jamais de mal des États-Unis, de l'Amérique profonde. Je dis jamais de mal des États-Unis, de Thoreau, d'Emerson. Je dis jamais de mal des États-Unis, j'ai envie de dire des États-Unis de Clint Eastwood, si tu veux. Parce que moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette culture américaine, c'est que dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point, ils ont bel et bien réussi à former une nation libre. Alors évidemment, elle n'a jamais été parfaitement démocratique, parce que la démocratie est un idéal qui n'est jamais réalisé. Mais c'est un idéal à poursuivre, je trouve ça bien, moi. L'idée que l'être humain puisse être autre chose qu'un sujet, c'est déjà bien en fait en réalité quand il arrive à être un sujet, hein, parce que très souvent il n'est qu'un sauvage et une merde. Mais qu'il peut aller au-delà, je suis pour. C'est-à-dire que cette idée qui a été exprimée en France par Carnot, élever tous les hommes à la dignité de citoyen, c'est quelque chose, c'est un idéal que je partage. Mais curieusement, bien que je sois français, je trouve que le fondement ne doit pas être l'État. L'État est nécessaire, bien sûr, c'est une conclusion. Mais le fondement, c'est pas ça. Le fondement, c'est le citoyen lui-même, libre, capable de se nourrir aux besoins par lui-même, par son travail, et de se défendre autant que possible par lui-même. Bon. Et qu'est-ce qui explique que, à un certain moment, quand le roi d'Angleterre, en 1773-74, veut augmenter les taxes, les bourgeois des villes américaines et les paysans américains qui sont derrière, parce qu'il ne faut pas oublier, on dit toujours la révolution américaine est une révolution de la bourgeoisie, mais elle n'a pu être conduite qu'avec la masse du peuple américain derrière. Qu'est-ce qui explique qu'ils peuvent lui dire « Hé, Georges, ça ne marche pas comme ça, nous on ne paye pas, hein, no taxation without representation », c'est que, déjà pour commencer, ils ne dépendent pas de lui, hein. C'est lui qui dépend d'eux. Ça, c'est dans leur gène, les mecs. C'est dans l'identité politique américaine. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc je me suis dit, je vais introduire un peu ces notions dans la réflexion politique en France. Et j'ai formulé un projet qui est pour les dissidents français, qui est de dire,
Bon ben, déjà pour pouvoir dire non à l'État, on va s'organiser entre nous. On va fabriquer notre contre-société à nous, qui nous permet de vivre, de bien vivre si c'est possible, parce qu'on n'est pas des... Comment dire, on n'a pas la vocation du martyr, hein. Pas de raison. Et si on réussit, ben on sera beaucoup plus fort par rapport à cet État. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France les gens ferment leur gueule? C'est qu'ils ont peur de perdre leur boulot, c'est qu'ils ont peur de perdre telle ou telle allocation. Mais s'ils n'ont plus besoin de bosser dans le système, s'ils peuvent bosser entre eux, s'ils n'ont plus besoin des allocations parce qu'ils se sont organisés entre eux, le moins possible, disons. Bon, il y a toujours un moment où tu as besoin des institutions, etc. En particulier quand tu atteins un certain âge, bon, ben, il faut aller à l'hôpital. Bon. Mais essayer, dans la mesure du possible, déjà de ne pas en dépendre, on est beaucoup plus fort. Donc pour moi, dans mon esprit, cette contre-société fractionnaire, bon, j'avais employé ces termes-là parce que à l'époque, on n'employait pas le mot de dissident qu'on emploie aujourd'hui. Le concept de dissidence a émergé après. Aujourd'hui, si je réécrivais ce texte, je dirais contre-société dissidente. Bon. En gros, c'est ça. On va s'organiser entre nous, on va avoir... Arrêtons d'aller demander à avoir accès aux médias, aux grands médias. Pourquoi ils nous donneraient accès je veux dire, quand tu es un dissident en URSS, tu t'attends pas à ce que la Pravda te confie un job d'éditorialiste. Il faut être sérieux quand même. Bon, on est dans des sociétés qui sont soviétiformes. Bon. Donc on arrête d'aller demander à la Pravda. Hein. Et puis on s'organise entre nous. Et alors ça ne nous empêche pas de continuer à avoir un métier, de continuer à vivre normalement. Mais si jamais le système nous tombe dessus, on a un plan B. On est organisé entre nous, on a cette contre-société dissidente qui nous permet de faire face. Le projet, c'est ça en fait. D'accord. C'est un projet d'ailleurs. Alors voilà, on me dit quels sont vos liens avec les survivalistes et les nationalistes autonomes, parce que ça suit un peu effectivement ce courant survivaliste. Oui, alors c'est la rencontre. Ça t'encourage à créer les bases, à devenir indépendant. Voilà, la rencontre s'est faite autour de ça avec Piero San Giorgio. Piero San Giorgio, oui. Alors Piero San Giorgio incarne un point de vue un peu différent, qui est plus individualiste, qui est plus propre aussi, je pense, à sa classe sociale, c'est-à-dire qu'il est riche. Piero a tendance à penser le concept de bad en référence à ses moyens à lui et aussi au pays dans lequel il vit, qui est la Suisse. Bon, moi j'ai une conception des choses qui est plus adaptée tout simplement à ma classe sociale, c'est-à-dire la classe moyenne. Bon. Mais la rencontre s'est faite fondamentalement autour de cette symbiose naturelle qu'il y a entre cette tendance américaine à dire « moi je veux pas trop dépendre de l'État » et cette tendance qui vient aussi des États-Unis et qui est le survivalisme et qui a un lien avec ça. Donc la rencontre s'est faite comme ça. Quels sont mes liens avec les survivalistes? A priori, sauf s'agissant des barjots givrés qui confondent survivalisme et fantasme paranoïaque, les collections de gros flingues. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Bon. Mais j'ai envie de dire les survivalistes normaux, c'est qu'ils sont en fait généralement des preppers, plus que des survivalistes, même s'ils incluent un petit volet survivaliste dans leur truc, à la base c'est des preppers, des gens qui se préparent à un gros problème. Et bien si tu veux, le fait que les mecs se préparent à un gros problème si le système craque, au passage, ça les prépare aussi à faire face au système si le système leur dit « casse-toi ». Ils disent « ok, je me casse, de toute façon je suis équipé ». Donc la sensibilité du prepper rencontre naturellement celle du dissident qui veut une contre-société. Les deux projets ne poursuivent pas le même objectif en théorie, ne réagissent pas au même problème, mais finalement ils s'adossent naturellement l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui opposent les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah mais le bouquin de Piero c'est un problème parce qu'au départ les BAD c'était pour faire une contre-société, pour faire quelque chose de nouveau ». Mais non, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai vu concrètement, je veux dire, je monte une BAD avec des copains. Moi, j'ai vu comment ça se passe concrètement quand tu montes une BAD. Écoute, le mec qui est le plus capable de t'expliquer pourquoi c'est bien de monter une BAD, c'est le militant, qui a lu Marx, qui a lu Proudhon, il a tout compris, il sait pourquoi il faut monter une BAD. Ok ? À côté, tu as un autre mec, c'est un petit bourgeois qui est un peu flippé parce que, bon, putain, il voit ce qui se passe autour, il dit, oula, mais ça craint là. Bon. Et alors lui, il ne sait pas trop t'expliquer pourquoi il faut monter une BAD. Il n'a pas lu Marx, il a lu Proudhon. Maintenant, tu arrives dans ta BAD. C'est quoi ton problème pour monter ta BAD? C'est de savoir si c'est Marx ou Proudhon qui avait raison.
Non. Ton problème, c'est que par exemple, il faut retaper un mur. On a calculé qu'il fallait être 3 et qu'il fallait y passer 3 fois 8 heures. Hein. Il faut qu'il y ait 3 mecs pendant 8 heures devant le mur. Donc on a dit demain on y va, 9h, 13h, 14h, 18h, on est devant le mur, on bosse. Les 3 mecs arrivent la veille au soir, tu vois. Toi, le militant qui a du tout Marx et tout Proudhon, et le petit bourgeois flippé. Toi, tu arrives, tu manges, tu vas te coucher parce que demain la journée va être longue. T'es un employé de bureau, putain, travailler 8 heures de tes mains, ça va te faire un drôle d'effet. Alors, à 10 heures, t'es au pieu. Hein. Bon. Le petit bourgeois, c'est pareil. Putain, demain la journée va être longue, il va se coucher. Le militant qui a du tout Marx et tout Proudhon, putain, il se met sur un forum internet, et lui, le marxiste, il défonce tous les proudhoniens. Ou le proudhonien, il défonce tous les marxistes, on s'en fout. Bon. Il se couche pas avant 5h du matin. À 5h du matin, c'est sûr, c'est Marx qui avait raison, c'est pas Proudhon. Ok. Bon. À 8h, les réveils sonnent. Ok, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, à 9h, tu es au pied du mur. Le petit bourgeois qui s'est couché à l'heure, lui, il veut que le mur il soit monté parce qu'il veut une batte, parce que comme ça, il est peinard, quoi. À 9h, il est au pied du mur. L'autre, qui a fait triompher Marx, ou Proudhon, on s'en fout, jusqu'à 5h du matin, il peut pas se lever. Il a que 3 heures de sommeil. J'arrive cet après-midi. Ouais, il retourne, il se couche. Total, le mec qui fait avancer ta bad, c'est pas celui qui sait expliquer le mieux pourquoi il faut une bad. C'est celui qui se couche à l'heure. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est une erreur d'opposer le mec qui comprend pourquoi il faut le faire et le mec qui sait le faire. Non. Le mec qui comprend pourquoi il faut le faire, quand il va venir 3 week-ends de suite où il ne se sera pas couché à l'heure, que 3 week-ends de suite il n'aura pas été au pied du mur, et que tu as mis en place un système dans ta bad où on te dit, bon, chaque mec a un certain nombre d'heures à faire dans l'année, et qu'au bout de 3 semaines, tu lui fais les comptes et tu lui dis, bah toi, tu vois, t'as fait que X% de ce qu'il fallait faire, alors que nous deux, on a fait X%. Le 4e week-end où le mec y revient, Marx ne gagne que jusqu'à minuit. Et le 5e week-end, à 10h, Marx et Proudhon dorment. C'est fini. Le problème est réglé. Et c'est pour ça qu'il faut adosser ces deux sensibilités. On n'est pas là pour faire gagner Marx ou Proudhon dans la théorie. On est là, nous, pour sauver nos peaux et pour sauver notre pays et l'avenir de nos enfants. C'est ça qui nous intéresse. Alors, je vais prendre d'autres questions. On me dit bonsoir, le FN est-il là pour interdire toute possibilité d'accès au pouvoir des idées nationales, puisqu'il n'a finalement aucune chance de gagner dans un second tour d'élection présidentielle? Ça, c'est vrai, c'est une question qui nous est souvent posée. Effectivement, le FN, il a quasiment aucune chance de gagner. Est-ce qu'il ne joue pas un rôle insidieux, peut-être, justement? Alors, je crois que, historiquement, le FN a été mis en place en partie pour ça. C'est-à-dire que, si on remonte l'histoire, jusqu'en 83, le Front National, il pèse rien. Rien du tout, voilà, dans les élections, c'est rien du tout. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en 83 ? Mitterrand se souvient que au début des années 70, c'était une stratégie des gaullistes dans pas mal de circonscriptions, où ils savaient qu'ils étaient sûrs d'être au deuxième tour, d'aller discrètement faire voter des gens pour le PCF au premier tour, pour sortir le candidat socialiste. Comme ça, au deuxième tour, il y avait un deuxième tour PCF contre la droite, et la droite gagnait. Donc Mitterrand se souvient de ça, il se dit, bon ben, et puisqu'ils ont joué à ce jeu-là avec le PCF, ben moi je vais leur faire le même coup avec le FN. C'est pour ça qu'il a fait monter le FN avec Jacques Attali. Alors il a bien calculé son coup, il a mis SOS Racisme, le repoussoir pour une partie de la population, le pôle d'attraction pour l'autre partie, le FN, le repoussoir pour une partie de la population, le pôle d'attraction pour une autre partie, et comme ça, il a fait monter les deux, SOS Racisme, avec l'idée de capter l'électorat immigré, et le FN avec l'idée de fracturer la droite. Bon. Ça lui permettait en plus d'occuper l'espace médiatique avec des débats à la con complètement biaisés, tordus sur l'immigration, avec Bernard-Henri Lévy pour parler au niveau. Voilà. C'était très bien, c'était une bonne tactique. Bon, d'ailleurs, on peut penser qu'il est réélu en 88, en partie au moins à cause de ça. Bon, il y a eu d'autres raisons aussi, ils ont fait des conneries au niveau de Chirac, bon. Mais en partie à cause de ça. Bon,
le FN s'installe dans le paysage. Pour l'instant, c'est quoi le FN? C'est une sorte de conglomérat assez, d'ailleurs, hétéroclite, on va dire finalement des vaincus de l'histoire de France. Il y a des survivants de la collaboration, il y a d'ailleurs aussi des survivants de la résistance, mais de courants de la résistance qui n'ont pas été associés au partage des miettes à la fin. Il y a des survivants de l'Algérie française, il y a des survivants des comités Tixier-Vignancourt, ce genre de choses. Il y a une extrême droite, entre guillemets, solidariste, ou bon, un peu, on va dire, qui essaye de réinventer un discours social de droite qui se mêle un peu à ça. Il y a des catholiques traditionnalistes qui viennent là-dedans parce que c'est pareil, le FN fonctionne à ce moment-là un peu comme une sorte de... C'est ça, c'est la coalition de tous les perdants de l'histoire de France, finalement, de l'histoire récente. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Et effectivement, à ce stade, le Front National est un instrument du système. C'est un instrument en partie inconscient, en partie aussi conscient, c'est-à-dire que, bien entendu, aucun membre de la famille Le Pen ne le reconnaîtra jamais. Mais moi, je tiens de quelqu'un qui est mort depuis, donc je peux pas... je vais pas dire qui c'est pour m'en revendiquer, parce qu'on dira il est mort, il peut plus contredire. Mais je tiens de quelqu'un qui était en Savoie à l'époque et qui était dans le Front National des années 70-80, que l'instrumentalisation par Mitterrand, Le Pen lui-même en était parfaitement conscient, et qui s'est dit en gros, je vais me laisser instrumentaliser, de toute façon j'en ai rien à foutre de la droite classique, et puis ça me permettra d'installer ma boutique. Et puis après on verra. Donc quelque part c'est subtil, parce que en se laissant instrumentaliser, il a instrumentalisé Mitterrand en retour aussi. Ça s'est fait comme ça. Bon. Ensuite, dans les années 90, la droite a décidé d'essayer de flinguer le FN. Parce qu'elle s'est rendue compte que tant qu'il était là, elle aurait un gros problème. Donc il y a eu des tentatives, dans lesquelles Bruno Maigret a joué un rôle qui resterait à définir exactement. C'est très compliqué, les histoires internes du Front National, c'est comme tous les partis politiques d'ailleurs. Bref, en 98, il y a une scission entre le FN et le MNR. Et clairement, le MNR avait vocation à essayer de ramener le Front National pour en faire... un grand parti républicain, on va dire. Voilà. C'était ça, voilà. Pour simplifier, mais c'est un peu ça. Ouais. Bon, il y a eu une élection quelques mois après, finalement qui a servi de test. Je crois que le FN a fait 6%, le MNR 4%, et l'histoire s'est jouée là. Je crois que c'est une élection cantonale, un truc tout à fait secondaire. Mais pourquoi l'histoire s'est jouée là? Parce que le FN était devant le MNR. Donc à ce moment-là, tout l'électorat qui tournait autour de ça, et qui a le réflexe d'aller s'agréger autour du pôle principal pour peser, s'est rallié au FN. Ça a tué le MNR. C'est un hasard. Hein. C'est-à-dire que le Front National est issu, d'une manip de Mitterrand qui réussit, d'une manip de la droite qui échoue. C'est un hasard, voilà. Et alors du coup, il y a un truc qui existe, qui s'appelle le Front National, et qui s'installe dans le paysage. En 2002, le Pen arrive au deuxième tour. À mon avis, en partie parce que Chirac s'est arrangé pour que ça arrive. Chirac a dû se dire, bon, j'ai pas réussi à tuer le FN, mais c'est pas grave, je vais retourner, comme Jospin est très très mal avec sa gauchette plurielle qui a complètement explosé, je vais retourner l'arme contre le retour à l'envoyeur, boum, et je pense qu'ils ont médiatiquement fait monter le FN juste assez pour flinguer Jospin. Le coup réussit, Jospin est éliminé. Bon, Le Pen va au deuxième tour. Une gauche très divisée en 2002. La gauche est... Il y avait Taubira, il y avait moins 4 ou 5 candidats de gauche. Oui, l'explosion de l'identité de gauche avait commencé, quoi. Donc bon, Le Pen va au deuxième tour, et puis il se fait complètement balayer au deuxième tour. À ce stade, le FN reste un instrument du système. D'accord ? Le FN, jusque-là, est un instrument du système, et effectivement, alors, il n'a pas été mis en place pour interdire l'accès au pouvoir des idées nationales, parce que à cette date-là, personne ne pense que ces idées peuvent arriver au pouvoir. Il a été mis en place par la gauche pour flinguer la droite, puis par la droite pour flinguer la gauche. Et il s'est installé comme ça.
arrive l'élection présidentielle de 2007. Le Pen est vieux, il n'a plus la niaque. Même les vieux guerriers finissent par être fatigués. Hein. On dit qu'ils meurent jamais, mais parfois ils sont fatigués. Il y a des erreurs stratégiques qui sont commises pendant la campagne. Le discours qui est tenu, qui est un discours qui est sur une ligne déjà pré-soralienne, est beaucoup trop en avance par rapport à l'électorat. Dans le même Sarkozy réussit une OPA. Parce que ça, voilà, Sarkozy, on va dire, il a vidé tout le potentiel intellectuel du FN pour se l'accaparer et faire croire qu'il allait faire le programme du FN. Et ensuite, il a bien niqué ses électeurs. Et ensuite, il les a bien, voilà. Ce qui était prévisible d'ailleurs. Bon, donc Le Pen échoue, il se casse la gueule. Et à ce moment-là, le parti est à récupérer. Et c'est à ce moment-là que Marine Le Pen va prendre le parti. Or, à ce moment-là, il va visiblement se passer quelque chose qui ne s'était pas produit avant. La personne qui prend le contrôle de l'appareil et les gens qui sont autour d'elle n'ont pas l'intention de rester le jouet de la classe politique. Il y a une vraie volonté d'arriver au pouvoir. Alors, je ne peux pas dire... Moi, j'ai eu des échos contradictoires de plusieurs personnes. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas Marine Le Pen et qui m'ont dit que son intérêt principal dans la vie, c'était de sortir en boîte. Bon, d'accord. Il y en a d'autres qui l'aiment bien et qui m'ont dit, en gros, que c'était Jules César ressuscité. Oui, d'accord. Bon, ok. La personne, je ne dirais pas qui c'est, mais c'est une personne qui la connaît très bien et qui a pu la voir fonctionner de près, qui m'a donné l'opinion, à mon avis, la plus juste, m'a dit c'est un animal politique, elle a des convictions, mais surtout, elle veut gagner. Elle a le réflexe politique de vouloir gagner. C'est une femme qui a une forte virilité intellectuelle. Ça arrive. Bon. À partir de là, ça change la donne. Parce que dans ce parti qui finalement est construit autour du chef, programmé pour le chef, la personnalité du chef va avoir une très grande importance. Donc la question maintenant qui est posée, c'est est-ce que le FN peut échapper à cette classe politique qu'il a fabriquée au départ, alors encore une fois plus je crois pour des stratégies par la bande à la Mitterrand ou à la Chirac, que vraiment pour interdire le pouvoir aux idées nationales, parce qu'à l'époque la question ne se posait pas tellement. Est-ce que ça peut échapper complètement ? Et est-ce que ça peut être en quelque sorte un truc qui a été posé devant la forteresse par l'oligarchie pour fermer la porte, tu vois, de la forteresse, qui pourrait être retourné par le peuple pour la défoncer, la porte. Tu vois ? C'est-à-dire que on ne sait pas. L'histoire va répondre. Il est possible que dans l'esprit des oligarques, le FN, il l'ait toléré finalement en se disant, bah, non seulement on peut jouer avec, mais en plus c'est une ultime sécurité. Mais quelquefois, le golem, il échappe à ses créateurs, tu vois. Tout n'est pas calculable. Hein. Et moi, je dis toujours, un des plus grands gags de l'histoire, c'est la naissance de la France dans sa définition actuelle. En fait, la France, elle est née avec le couronnement d'Hugues Capet. Et Hugues Capet, il a été mis sur le trône parce que il y avait un archevêque qui voulait, pour des raisons politiques complexes, essayer un petit peu de refaire l'unité de l'Empire franc, du royaume des Francs, c'est-à-dire la France-Allemagne en fait, hein, parce qu'à l'époque, bon, tout ça c'était la Francie, il y avait la Francie occidentale et la Francie orientale, et il s'est dit je vais mettre sur le trône le Capétien, parce que ça sera plus facile de le maîtriser, ça sera plus aisé de faire en sorte que, ma foi, la dynastie carolingienne soit réunifiée de facto, puisqu'il y aura plus qu'une, tu vois, il y aura une lignée carolingienne plus forte de l'autre côté. Le résultat a été exactement l'inverse. C'est-à-dire que le mec s'est dit je vais mettre là un mec qui va être facile à maîtriser, une lignée, parce qu'à l'époque les hommes ont moins d'importance que les lignées, une lignée qui est moins prestigieuse, et puis en faisant ça, il ne l'a pas du tout fait exprès, mais il s'est tiré une balle dans le pied. Et il a donné naissance exactement à ce qu'il voulait empêcher de voir naître. C'est déjà arrivé par le passé. Les choses peuvent se passer comme ça. Alors,
est-ce que le FN est là pour interdire toute possibilité d'accès au pouvoir? Je ne sais pas pourquoi il est là. Ce que je sais, c'est qu'il est là et qu'on peut s'en servir. Ouais, voilà. Alors, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, on me dit, Monsieur Drac, que pensez-vous du retour du fait religieux en France? Le retour du fait religieux. Alors, bon, déjà, bon, c'est pas qu'en France, hein, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Ça serait très long de répondre à cette question-là et je pense qu'on n'a pas le temps parce que je vois la liste des questions là en même temps je me rends compte que si jamais je dois répondre à toutes les questions, on ne pourra pas tout répondre. De façon détaillée, c'est impossible. Disons, bon, très schématiquement, en essayant pour une fois de ne pas repartir dans tous les sens, je pense que la religion change de nature. C'est-à-dire qu'il y a un retour du fait religieux, mais que le fait religieux qui revient dans nos sociétés n'est pas de la même nature que le religieux qui en avait été en partie évacué il y a quelques générations. C'est-à-dire que le religieux qui revient aujourd'hui, c'est beaucoup plus une recherche de sens par l'individu, c'est quelque chose qui relie l'individu à Dieu. Alors que le religieux qui en est sorti, c'était quand même quelque chose qui reliait beaucoup les individus entre eux. Hein. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce retour du religieux individualisé en quelque sorte, vient en partie d'une faillite collective. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a évacué la religion que nos sociétés ont du mal à fonctionner de façon collective, et du coup les individus cherchent plus ou moins consciemment, à refabriquer ce qui faisait fonctionner le collectif, mais à leur échelle individuelle. C'est comme ça que je poserais les choses. Personne ne sait ce que ça va donner, parce que personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu comme ça une société où il y a 80% de la population de moins de 30 ans qui est frappée par le syndrome d'inattention. On n'a jamais vu ça. Moi, quand je vois les jeunes mecs aujourd'hui, pour moi, déjà, c'est des mutants. Pourtant, je ne suis pas un octogénaire, hein, mais déjà, c'est des mutants, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner que ces mecs-là réinventent une façon d'être religieux? J'espère simplement que, qu'à un certain moment, on trouvera un moyen de faire en sorte que ces individus aillent vers la vraie religion, pas vers des religions de synthèse plus ou moins foireuses, qui les orientent vers le grand n'importe quoi, et parfois vers la violence la plus extrême d'ailleurs. Mais je suis pas sûr qu'on va y arriver. En fait, je suis assez circonspect à l'égard de ce retour du religieux. Voilà. D'accord, mais bon, en tout cas, un fait remarquable, en tout cas. Alors, on me dit, tiens, effectivement, il y a une question. Quel est votre point de vue sur la remigration? Comment verriez-vous l'application d'un tel concept dans la réalité? Alors, c'est possible, ça, c'est vrai, la remigration. Alors, ça dépendra du contexte international. Bon, quand on regarde les perspectives démographiques des grandes zones autour de nous, on est quand même frappé par les déséquilibres délirants qui sont en train de se préparer. En théorie, en 2050, le Nigeria est plus peuplé que l'Europe. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que on va vers des problèmes dont la crise actuelle des migrants n'est qu'une petite préfiguration, hein, ça j'en suis convaincu. Il y a deux zones en fait dans le monde qui risquent de nous poser des problèmes insurmontables, c'est l'Afrique subsaharienne et le sous-continent indien. Et ça risque vraiment d'être terrible parce que moi ce que je crains en gros c'est qu'on soit dans la situation d'avoir des gens qui viennent par millions, par dizaines de millions. Enfin, quand on regarde les pyramides démographiques de l'Afrique subsaharienne, on se dit mais c'est pas possible. Et qu'en gros le seul choix qui nous soit laissé, ça soit où on les shoot purement et simplement quand ils arrivent à la frontière. Alors que les mecs ils viendront pas armés pour nous envahir, ils viendront pour se réfugier, pour bouffer. Mais nous, si on les shoot pas, ils vont nous submerger. On va littéralement crouler sous en 2050.
La population de l'Europe occidentale, elle a baissé de 20-25%. La population de l'Afrique subsaharienne, elle a été multipliée par 2. Or, les pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas du tout en train de se développer pour pouvoir gérer cet afflux de population. Ils ont un problème, ils coincent au niveau du développement. Putain, mais les flux migratoires qui se préparent, mais ça va être horrible. Moi, c'est ce que je crains vraiment. Donc, dans ce contexte-là, où est l'intérêt du concept de remigration? Nous, on a une marge devant nous par rapport à l'Afrique subsaharienne qu'on peut essayer de stabiliser pour en faire notre première ligne de défense. C'est l'Afrique du Nord. Parce que, bon, les Nord-Africains commencent à s'inquiéter maintenant. On a atomisé la Libye, en passant. Oui, mais parce qu'on a fait toutes les conneries possibles et imaginables. On dirait qu'on l'a fait exprès. Hein, justement, Kadhafi avait, bon, il avait des défauts évidemment, c'était pas entre nous, je suis pas trop fan de Kadhafi, mais bon, au moins il limitait les dégâts. Bon. Nous, on a plutôt intérêt à faire le contraire. Stabiliser la marge du sud de la Méditerranée, aider le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte à s'en sortir à peu près, les accompagner pendant la fin de leur transition démographique et en faire notre première ligne de défense en face de ce qui risque de remonter l'Afrique subsaharienne. Dans ce cadre-là, on peut imaginer des accords gagnant-gagnant avec ces États. Et on peut imaginer de gérer tranquillement le problème de l'immigration nord-africaine en France. Une partie des Nord-Africains sont effectivement devenus français, l'on connaît. Une autre partie ne veut pas devenir français, je ne vois pas pourquoi je les y obligerais, il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, on peut négocier des accords de remigration vers un Maghreb qui, lui, peut se développer. C'est dans cette optique-là qu'il faut le penser. Avec l'Afrique du Nord, c'est possible, je suis à peu près sûr. Le problème, c'est l'Afrique subsaharienne. Alors là, effectivement... le problème, on ne saura même pas à qui parler. À qui vous voulez parler au Congo ou au Nigeria? Ça existe seulement un gouvernement vraiment au Nigeria ou au Congo? J'en suis pas convaincu. Hein. Les mecs, en gros, leur autorité doit s'arrêter à la fin de l'antichambre de leur bureau. Hein. Bon. Ça te fait beaucoup d'amis. Non mais attends, il faut être vrai. Je veux dire, au Nigeria, le Nigeria, c'est un pays qui, attention, soyons bien clairs, je n'exprime là aucun mépris pour les populations, aucun mépris pour ce peuple, enfin ces peuples. Je fais simplement le constat que c'est aujourd'hui un pays qui est sur une trajectoire démographique complètement incontrôlable, où l'autorité de l'État, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, évidemment je ne suis pas allé sur place vérifier, je peux me tromper, hein. D'après ce que j'ai pu lire, l'autorité de l'État au Nigeria, elle est quasi inexistante, quoi. Donc il n'y a pas de contrôle, on n'aura même pas des gens avec qui parler. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, essayons déjà de nous entendre avec les Nord-Africains. Et puis alors par rapport à l'Afrique noire, on fera ce qu'on pourra, quoi. Voilà. Quant au sous-continent indien, c'est à mon avis moins un problème quand même, parce que là quand même il y a un État indien. Et puis ils sont plus loin, et puis ils sont un peu moins compliqués quand même à gérer quand ils arrivent. Bon. Mais pour moi, la remigration, c'est d'abord ça, quoi. C'est d'abord ça, ouais. S'entendre avec les Nord-Africains pour être plus fort, pour faire face à la suite des événements, quoi. Alors, on me dit, pensez-vous des prévisions d'effondrement total et brutal que fait Pierre Ronchin de Giorgio sont-elles réalistes? Au sujet de la fin du pétrole, ne pensez-vous pas que les alternatives existent, mais qu'elles ne sont pas mises en avant car pas encore rentables? Alors, bon, là aujourd'hui, on lit plein de mecs qui savent plein de choses sur ces questions-là. Moi, je me demande comment ils font pour les savoir, puisque les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Moi, je ne sais rien. Je constate simplement que on va vers de très gros problèmes à long terme. C'est pour ça que je pense qu'à l'horizon, quelque part entre 2030 et 2050, la structure globale va complètement disjoncter. Mais je ne crois pas que ça se fera forcément, comme le pense Piero San Giorgio, dès 2020 et à cause d'une crise des combustibles liquides liée à l'offre de pétrole. Je pense que, bien sûr, on va avoir des problèmes. Enfin, vous avez des gens qui vous disent, là par exemple, parce que le prix du pétrole a fortement baissé, vous avez des types qui vous disent, ça prouve qu'on trouve du pétrole partout et qu'il n'y a pas de peak oil. Non, ça prouve rien. Ça prouve simplement que quand on fait des investissements massifs au début de la décennie 2010 dans l'extraction pétrolière, on arrive encore
sur le plateau ondulé de l'offre de pétrole où on est, à faire un peu monter. Alors que pendant ce temps-là, pour plusieurs raisons, la demande ne croît pas à hauteur de ce qu'imaginaient les gens qui ont fait ces investissements. Donc en gros, non, ça ne prouve pas du tout qu'il n'y a pas de peak oil, ça ne prouve pas du tout qu'on a trouvé du pétrole partout et que tous les problèmes sont réglés, mais ça semble indiquer, sous réserve encore d'un an ou deux qui se maintiendrait comme ça, que la crise des combustibles liquides, qui était anticipée par exemple par Pierrot vers 2020, si elle a lieu, elle aura lieu finalement je pense, mais elle n'aura pas lieu avant 2030-2035. Voilà. Donc il est très possible, cela dit, que ça soit le bordel avant 2020, hein, mais ça, à mon avis, ça ne sera pas à cause de l'offre de pétrole. Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent? Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que si on regarde la question... Moi, je pense qu'il faut regarder la question énergétique dans son ensemble. Il faut regarder le mix énergétique dans son ensemble. Il ne faut pas se centrer sur le pétrole. C'est l'énergie dans son ensemble qu'il faut regarder, c'est-à-dire pétrole, gaz naturel, charbon, les renouvelables. Il faut regarder l'ensemble. Si on regarde l'ensemble, pour moi, je suis assez dubitatif sur les hypothèses de développement des énergies renouvelables à grande échelle, comme ceux qu'imaginent par exemple quelqu'un comme Jeremy Rifkin. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Hein. Encore une fois, n'étant pas ingénieur, moi j'ai pas d'opinion, puisque même les ingénieurs n'ont pas d'opinion, alors moi a fortiori. Mais pour ce que j'ai lu, ça me paraît quand même un peu élucubrant. Je pense que beaucoup de choses vont se jouer autour de la question du thorium, autour de la question du solaire, de notre capacité en fait à... Enfin bon, je vais faire court et simple, parce que c'est compliqué. La Terre est un système semi-fermé, c'est-à-dire que sur Terre, tu as de l'énergie qui a été compactée, c'est les combustibles fossiles, et nous pouvons dissiper cette énergie pour faire tourner la machine économique. Okay, qu'on dit quelquefois qu'on consomme de l'énergie, ou qu'on produit de l'énergie. On consomme rien, on produit rien, on la dissipe. La question c'est est-ce qu'elle est sous une forme qui nous permet de la dissiper. Donc on a une certaine quantité d'énergie à dissiper sur Terre, on a aussi un certain nombre de quantités de matières premières d'ailleurs. Tout ça est limité. Les lois de la thermodynamique nous disent que c'est limité, si tu veux. Il y a une seule chose qui rentre, c'est le rayonnement solaire. C'est un système semi-fermé. Alors là, effectivement, il y a une source d'énergie inépuisable. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement dispersée. Est-ce qu'on est capable de la concentrer pour ensuite la redisperser, avec un bilan énergétique positif? Bon. Ou bien la réponse est oui, ou bien la réponse est non, et ça change tout. L'autre piste, c'est le thorium, qui permettrait peut-être une source d'énergie majeure. Sinon, quand tu regardes les grandes équations, tu vois qu'on va vers un très gros problème vers 2030-2050. Bon. Je n'ai pas la réponse à la question qui est posée là. Les données sont là. Est-ce que les alternatives existent? Bon, oui, c'est sûr, elles existent. Est-ce qu'elles existent dans la quantité qui permet de répondre à la croissance de la demande d'énergie qu'on peut anticiper si on va vers un alignement des populations à l'échelle mondiale sur un niveau de vie de type occidental? Honnêtement, ça m'étonnerait, quoi. Pas dans je pense qu'on va vers une grosse crise pour cette raison-là. En plus, il y a des problèmes écologiques qui vont se poser. On n'est pas capable non plus de faire croître la puissance économique que nous déployons dans la matière sans gérer toutes ces extériorités négatives. On a un gros problème. Pour moi, si tu veux, à un moment... Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le système dans lequel on est, c'est un truc qui grandit. La population grandit à l'échelle mondiale, la quantité d'énergie consommée grandit, la quantité de matières premières consommées grandit, la quantité de conneries grandit, tout grandit. Bon, puis il y a une limite dans ce système semi-fermé, puisque si on admet qu'on ne peut pas capter à grande échelle le rayonnement solaire, il y a une limite, tu vois. Il y a une limite au truc. À un moment, la sphère de l'activité humaine va aller faire boum sur les limites. Voilà. C'est ça, pour moi, c'est ça qui va se passer, et c'est la crise des crises. C'est la raison pour laquelle je dis, à mon avis, quelque part entre 2030 et 2050, ça va commencer à dérailler, mais alors sur une échelle énorme. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, Français, on s'organise. Et qu'on donne le point de départ de l'organisation sérieuse de l'Europe. C'est l'avenir de nos peuples, c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre civilisation, l'avenir de ce que nous sommes.
c'est maintenant, et il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne va pas être la saga des bisounours le 21e siècle. C'est maintenant que ça se joue, en tout cas. Alors on me dit, bon bah ça c'est quelque chose qu'on a soulevé tout à l'heure, l'arrivée des migrants, ne cherche-t-on pas à déclencher un chaos en Europe? Effectivement, on ne sait pas, hein, comme je disais. J'ai pas les... Point d'interrogation, effectivement, puisque on se pose la question. Alors on me dit, que pensez-vous de la vidéo où on voit Alexandre Douguin affirmer que la Russie devrait annexer l'Europe par la force? Une vidéo qui a beaucoup tourné. On voit Alexandre Douguin qui nous explique ça, qui parle de leur racisme, qui dit l'Europe de... alors, bon, je savais pas que Douguin avait dit ça, mais Douguin, il représente quoi, en fait? Bah, le racisme, ce qu'il prétend, il dit que je suis défenseur, en tout cas, de cette idée. Ouais, et concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'en Russie, il y a un mec, s'il disait ça deviendrait extrêmement intéressant, il s'appelle Vladimir Poutine. Alors c'est sûr que ça, si ce mec-là disait ça, là, bon. Maintenant Douguin, lui, c'est Douguin, quoi. Voilà, donc bon, il a dit ça. Faudrait savoir pourquoi il le dit déjà. La Russie devrait annexer l'Europe par la force. Bah dans la vidéo, ils disent, parce qu'on a besoin de technologie, ils disent si on annexe l'Europe, on aura toutes les technologies d'un coup. Voilà. On va prendre 20 ans, 30 ans... d'évolution et on n'aura pas besoin d'attendre. Alors moi j'ai envie de lui dire un truc. Nous on a besoin de matières premières. Vous avez besoin de technologie. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Il y a d'autres méthodes. Donc s'il te plaît, Ivan, on reste calme. Tu poses la vodka un moment, hein, d'accord? On va peut-être essayer de faire différemment. Non, bon, oui. Non, mais parce que c'est vrai qu'il avait dit ça. On va envoyer les chars, etc. Il avait une oui, d'accord, oui, petite rhétorique très guerrière. Très bien. Alors, on me dit, parce que je vais reprendre un petit peu en dessous, parce que sinon, voilà. On me dit, que pensez-vous de la situation en Syrie avec la Turquie et l'Arabie Saoudite qui menacent d'intervenir sur le territoire syrien, effectivement, cette semaine? Alliance turco-arabe qui menace d'envoyer des troupes parce qu'ils perdent un peu la main, parce qu'il faut décrypter vraiment ce qui se passe en Syrie. Hein. Parce qu'il ne faut pas écouter trop France 2 ou BFM, parce que sinon vous ne comprenez rien, parce qu'on vous explique, en gros, là, en ce moment... Clairement, on nous dit que ces pays-là veulent intervenir, mais ils veulent intervenir précisément. Ce qu'on sait, en tout cas, de l'avancée sur le terrain, c'est que les Russes, depuis qu'ils ont commencé leur opération militaire, sont en train de remporter succès sur succès. Et ils sont à deux doigts d'en finir, j'ai l'impression, avec cette rébellion, et d'où l'intervention des États. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que, à mon avis, hein, les Russes ont décidé qu'ils ne laisseraient pas tomber Bachar el-Assad. Donc, comme ils ont mis les moyens, bon, je dis pas que Douguin va prendre le pouvoir à Moscou demain matin, mais quand même. Donc bon, effectivement, je pense que les Russes ont l'air d'y aller franchement, je vois pas trop. Les Américains ont décidé de les laisser faire. Oui, alors ça c'est aussi confirmé cette semaine, l'accord américano-russe, ça paraît même établi. Apparemment les Israéliens sont furieux contre les Américains, donc on a du mal à comprendre aussi des fois le jeu Amérique-Israël. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. Moi, ce qui me paraît clair, c'est qu'au sein du monde musulman, il y a quand même un axe Hezbollah, Damas, Bagdad pour la partie chiite du pays, Téhéran, qui est à peu près net. Il y a une relation complexe entre les États du Golfe et la Turquie. Ils sont en concurrence sur certains domaines, sur certains champs, mais enfin quand même c'est des sunnites et ils n'ont pas du tout envie que l'axe Hezbollah, Damas, Bagdad, Téhéran
gagne la guerre. Parce qu'en fait, ce qui se joue quand même derrière un petit peu, c'est la suprématie à l'intérieur du monde musulman. Et c'est clair que bon, les Saoudiens, pour l'instant, ils font les malins, mais enfin, une fois qu'ils auront fini de vider leur puits de pétrole, sauf s'il y a du pétrole abiotique, ça j'en sais rien. Enfin, si on admet qu'ils finissent par les vider, qu'est-ce qu'il va rester? Pas grand-chose. Bon, donc finalement, la vraie puissance qui peut contester à l'Iran le rôle de gendarme de la région, c'est la Turquie. Si la Turquie est le dindon de la farce de l'histoire syrienne, ça part mal. En plus, ils se sont mis les Russes à dos. Vraiment, les relations sont très tendues. Ce qui ne serait pas exclu, effectivement, et ça serait assez, je dois dire, assez jouissif d'une certaine façon, c'est que les Turcs, après avoir trahi à peu près tout le monde, parce que les Turcs, dans cette histoire, c'est assez extraordinaire, ils ont soutenu les ennemis des Kurdes pour obliger les Kurdes à revendiquer un Kurdistan qui arrangerait la Turquie, parce que ça lui permet de négocier de son côté le nord de la Syrie, parce qu'ils veulent un Kurdistan qui puisse non pas revendiquer des bouts de la Turquie, mais prendre des populations kurdes qu'ils expulseraient de Turquie. Exactement, c'est ça, voilà. La Turquie, ça l'arrange pour expulser les Kurdes de Turquie. C'est très compliqué. Hein. Ils veulent bien un certain Kurdistan, mais pas un autre. Du coup, ils ont en même temps combattu et soutenu le Kurdistan. Il faut le faire quand même. Hein. Dans le genre subtilité byzantine, bon. Ce qui serait marrant, c'est qu'à la fin de ce numéro de claquettes assez drôle, qui fait un peu... Enfin, Erdogan, il me fait un peu penser au vizir is no good. Qu'à la fin, le vizir se casse la gueule et qu'une fois de plus, le calife Haroun al-Poussa lui dit « Alors, mon bon is no good, vous vous êtes fait mal ?» Bon, il y a un côté comique, évidemment, nous on rigole parce qu'on est loin, mais alors j'aime autant vous dire que les Syriens, ils ont pas les Syriens, ils en bavent sur cette affaire. Mais je ne sais pas comment ça va se terminer, qu'est-ce que j'en pense J'en pense que les Israéliens et les Turcs m'ont semblé faire équipe, que les Russes sont rentrés dans l'affaire, que les Américains, qui à mon avis préparent le basculement d'alliance vers l'Iran, parce qu'ils ont fait le calcul, ils jouent à un autre niveau et dans d'autres perspectives. Ils ont fait le calcul que s'ils laissent l'Iran basculer franchement du côté sino-russe, ça devient compliqué quand même. Ils ont plutôt intérêt à essayer de retrouver des relations normalisées avec l'Iran, qui de son côté ne veut pas se mettre entièrement entre les mains des Russes. Tu vois, c'est vachement complexe. Hein. Donc à mon avis, pour l'instant, dans cette espèce de monstrueuse partie de poker menteur à coups de centaines de milliers de morts, Turcs et Saoudiens perdants. Mais on pourrait être sûr que peut-être qu'ils vont faire tapis à la fin, et là... C'est vrai que les Saoudiens, c'est intéressant, tapis. Alors, on me dit, la puissance mondiale ne serait-elle pas passée aux mains des Chinois après l'histoire des portes fermées de la City? Les portes fermées de la City. J'imagine c'est quand la Chine a... Il y a eu une crise en Chine, en fait, crise boursière, là, il y a quelques temps. Ah oui. Voilà. Bah, je vais répondre comme j'ai fait depuis le début. Hein. La finance de marché, j'ai arrêté. Ouais. De toute façon, c'est complètement opaque. Moi, j'attends de voir le résultat des courses. Hein. Ouais. Quand les bulles vont exploser. Quand les bulles vont exploser, on saura qui... on verra bien qui est le dernier survivant. Hein. Alors, on me dit récemment... Daesh, je sais pas comment il faut prononcer, a menacé la France dans une vidéo et nous a montré une photo de Marine Le Pen. Que se passerait-il si un attentat était commis contre ce parti ou contre Marine Le Pen? Bah, déjà, je sais pas si Daesh a menacé le FN, parce que c'est le magazine de Daesh, je crois, qui a fait ça. Mais le magazine de Daesh, personne ne sait qui l'écrit. Est-ce que c'est vraiment des mecs de Daesh qui écrivent ça? Ça reste mystérieux. Daesh, apparemment, ils ont des sociétés hollywoodiennes pour leurs films, des magazines, Bon, bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un attentat? Bah, je pense que c'est un des scénarios où Marine Le Pen aurait une chance d'être élue. Ouais. C'est un des événements qui pourrait jouer en sa faveur.
Alors, on arrive à la fin, je vais poser encore les dernières questions. On me dit un modèle de société que vous présentez où le citoyen s'organise ressemble beaucoup à ce que les économistes mettent en place en ce moment aux US avec l'ubérisation ou l'économie collaborative. Ce modèle de société que vous proposez ne va-t-il pas dans le sens de ce que le système veut? Alors, bon, déjà, qu'est-ce que le système veut? Le système a-t-il une volonté? Bon. Ensuite, effectivement, le modèle de société que je présente, bon, je présente un modèle de société, bon, le fait que moi je trouve que c'est bien que le citoyen se prenne en main lui-même, ça peut devenir intéressant avec la révolution de l'information, parce qu'en fait aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles nous sommes aliénés, c'est pas seulement qu'il existe des sociopathes qui trustent les postes à responsabilité dans toutes les oligarchies, c'est aussi que pour commencer, il y a des systèmes pyramidaux, hiérarchiques, qui fonctionnent sur la base de la centralisation de l'information, parce que tout simplement le coût de gestion de l'information est encore tel qu'on a besoin de la centraliser. Si on admet que demain on entre dans une société où le coût marginal de gestion de l'information est nul, on n'a plus besoin de ces organisations pyramidales, ou en tout cas beaucoup moins. Ben moi je suis pour. Voilà. Donc, alors évidemment je ne suis pas pour qu'on fasse n'importe quoi, hein. Je ne suis pas pour l'ubérisation tous azimuts et sans rien réguler. Mais que de façon régulée et raisonnable, on aille vers l'économie collaborative, qu'on essaye de sortir du modèle du salariat, je suis absolument pour. Voilà. Okay, donc peut-être que le système veut ça, pour une fois je suis d'accord avec le système. Pour une fois. Ça peut arriver. Hein. Voilà, des grandes questions, je prends une dernière plus petite. Avant de voir un effondrement énergétique ou économique, que pensez-vous de la situation géopolitique au Moyen-Orient? Quasiment toutes les grandes puissances sont sur le terrain. N'y voyez-vous pas le prélude à une guerre mondiale? Ça, on vient d'y répondre, hein, quelque part. On y est déjà, presque, j'ai envie de dire, dans la guerre mondiale. On me dit bonsoir, maintenir la masse dans l'idée de que l'autonomie nationale, ou même en général agricole, financière, gouvernementale, etc., est une utopie dans ce monde globalisé et modernisé, n'est-il pas la seule solution que nos dirigeants promulgueraient pour nous maintenir dans le mutisme et l'immobilisme afin de contenir un mouvement social d'ampleur prônant et souhaitant un réel changement de paradigme? Oui, c'est ce qu'ils font. Oui, il y a une stratégie de communication du pouvoir aujourd'hui consistant à dire en gros, ou vous êtes d'accord pour le gouvernement mondial des multinationales, ou ça sera le chaos et la guerre de tous contre tous à l'échelle planétaire. Ouais, ça, ce qui veut dire qu'on est tellement con qu'on n'est pas capable d'organiser en quelque sorte une cogestion de la planète dans un cadre raisonnable entre des forces du capitalisme qui sont là et qu'on ne pourra pas abolir du jour au lendemain, et des États-nations qui, pour l'instant, qu'on le veuille ou non, sont ce qui rend le monde encore à peu près supportable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre modèle, quoi. La stratégie du pouvoir, c'est ou bien la gouvernance mondiale et tout le monde dans le rang, ou bien c'est le chaos. On ne peut pas imaginer une cosmopolitique, c'est-à-dire une géopolitique qui pense l'organisation des États, des puissances, en référence à l'intérêt général de la cité mondiale, en quelque sorte. On ne peut pas imaginer une cosmopolitique qui prenne en compte l'État-nation, qui prenne en compte les peuples et la démocratie. C'est la stratégie de communication du pouvoir. Faire en sorte que la seule cosmopolitique soit celle des multinationales. Celle des multinationales, voilà. Et nous emmener vers toujours plus de mondialisme, toujours plus mondialisme à tous les niveaux, politique, culturel, financier, etc. Comme il n'y a pas de peuple mondial, si on a réussi à faire un État mondial, il n'y a plus de démocratie. Parce qu'il n'y a plus de peuple. Voilà. L'antithèse d'ailleurs d'Attali qui dit que la démocratie ne sera que par l'avènement d'un gouvernement mondial. Voilà. Encore une jolie... Attali, on a compris pourquoi il était là. Hein. Ouais, une jolie formule. Eh ben, écoute, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Michel, d'être venu. Merci à la régie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore. Oui, ça va. Oui, derrière l'ordi en fait. Merci à la régie. Merci aux modérateurs qui sont connectés. Ouais, il y en a encore quelques-uns. Ouais, ça va. Et merci évidemment à tous les métanautes. Désolé, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y a trop de questions. On est obligé de sélectionner, mais voilà, la porte est ouverte, tu pourras revenir quand tu veux, Michel, avec grand plaisir, et je pense qu'ils seront contents eux aussi.
Je crois qu'on est prêt pour la transition, et voilà, donc forcément on va basculer. On se retrouvera mercredi. En attendant, de toute façon, je n'ai qu'une chose à vous dire, si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.